c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui, je vous fais la partie 1 de mes lectures du Cold Winter Challenge. Donc un update lecture sur toutes les lectures graphiques que j'ai faites, que ce soit des mangas, des romans graphiques ou des bandes dessinées. J'en ai peut-être une dizaine à vous parler aujourd'hui. Comme tout ça, ça fait vraiment beaucoup. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. Donc je vais commencer dans l'ordre des menus. Le premier menu s'appelait La magie de Noël et la première sous-catégorie Under the Mistletoe. Et pour ça, j'ai lu Les Carnets de cerises, c'est le tome 3, le dernier des 5 trésors chez Métamorphose par Joris Chamblin et Aurélie Néret. J'ai lu ce livre-là à Noël parce que ça se passe pendant la période des fêtes et honnêtement, c'était vraiment une bonne idée. Je le gardais depuis vraiment longtemps dans ma bibliothèque tout au chaud pour exactement cette période de l'année et je regrette vraiment pas du tout d'avoir attendu. J'étais vraiment dans l'ambiance pour lire ce livre-là. Ici, on va suivre une petite fille qui s'appelle Cerise et qui, avec ses amis, vont mener des enquêtes. Ici, particulièrement, on va faire la connaissance d'un personnage un peu plus vieux qui s'appelle Sandra et qui a un atelier de reliure de livres. Et celle-ci va inviter les amis et Cerise à se joindre à elle pour un peu l'aider dans son travail. Quand ils vont essayer de l'aider en faisant le ménage, ils vont trouver un vieux livre qui traîne que le père de Sandra, qui est décédé maintenant aujourd'hui, aurait caché. Et ça va les mener à un jeu de piste à 5 trésors. Sandra va essayer de retracer un peu ce que son père lui a laissé pour elle, pour essayer de défaire un peu les démons du passé qui la hantent. C'est vraiment une BD touchante comme d'habitude et vraiment bien faite et les dessins sont magnifiques comme d'habitude. Donc j'ai donné encore une fois 5 étoiles à cette série-là, à ce livre-là et j'ai vraiment hâte de lire la suite évidemment. Ensuite de ça, pour la sous-catégorie raclette, j'avais décidé de lire un thé pour Yumiko, donc en anglais Just So Happens par Fumio Obata aux éditions Abraham Comics. Ce livre-là, je l'avais surtout choisi parce qu'il y a une partie de l'histoire qui se déroule au Japon. Ici, on va faire la connaissance de la jeune Yumiko qui habite à Londres depuis maintenant à peu près 10 ans et qui est originaire du Japon. Elle va recevoir un appel à un moment donné pour lui faire savoir que son père est décédé et elle va devoir retourner au Japon pour les funérailles. Ça fait super longtemps qu'elle n'a pas mis les pieds dans son pays natal et ça va être un choc pour elle de voir comment les gens sont vraiment structurés et qu'il y a des règles pour tout et surtout dans un rite funéraire. Les règles, il y en a un paquet et on va en apprendre plus là-dessus dans le livre. Ce qui m'a vraiment déplu, je dirais, c'est vraiment le sujet principal qui est le décès du père de Yumiko et toute l'histoire va tourner autour de ça et non vraiment autour du personnage principal. On va avoir vraiment toutes les funérailles jusqu'à l'enterrement et un peu comme tous les rites qu'il y a au Japon autour de ça. Oui, le personnage principal est présent, mais est tellement bouleversé par ce qui se passe qu'on dirait que ça vient quasiment en second plan. Et ça m'a vraiment déplu pour ça. J'en ai vraiment beaucoup appris par contre. Mais honnêtement, je suis pas sortie de là avec l'effet wow en me disant que c'était le meilleur livre que j'avais lu cette année. Donc, petite déception pour celui-là. Pour la sous-catégorie Danse de la fille dragée, j'ai décidé de lire Les Sœurs Gremillet par Di Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis. C'est le premier tome, Le rêve de Sarah, et ça tombait bien parce que dans cette catégorie-là, il fallait lire des livres oniriques ou avec un thème du rêve. Fantaisie fantastique aussi, mais le rêve, c'était vraiment un des mots-clés qu'il fallait respecter, donc je suis tellement contente que ça puisse rentrer dans cette catégorie-là. Ici, les 3 jeunes sœurs vont se rendre compte qu'il se passe quelque chose de bizarre avec sa mère, et Sarah, l'aînée des 3 sœurs, va faire des rêves étranges où elle rêve d'une méduse dans une espèce de forêt d'arbres géants. Et c'est très très étrange et on ne sait pas trop où ça va mener cette histoire-là à la base, mais plus elle va creuser, plus elle va se rendre compte que ça a un lien avec le passé de sa mère. Et je vous dis pas trop, mais honnêtement, cette BD-là, je pense que c'est rare là, que j'ai autant d'émotions en lisant un livre, mais en refermant cette BD-là, j'ai dû pleurer à chaudes larmes pendant un bon 5 minutes.
Pour vrai, j'étais complètement bouleversée, complètement chamboulée parce que je venais de lire. Évidemment, oui, c'est un gros coup de cœur, ça m'a donné toutes les émotions, mais quand même, j'ai adoré cette lecture-là et j'ai juste hâte que le deuxième tome puisse sortir parce que je suis vraiment intriguée de savoir qu'est-ce que ça va être les prochaines histoires, est-ce que ça va continuer dans cette ligne-là d'être hyper touchant, hyper bouleversant ou si ça va être comme un peu plus positif. Donc super lecture et franchement c'était un petit bijou. J'ai vraiment adoré. Ensuite pour le menu hiver mystérieux pour la catégorie Yule, j'ai décidé de lire Le Renard et le Petit Tanuki. Je peux vous le montrer comme ça, mais ça se lit vraiment dans ce sens-là, la lecture. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait la couverture dans l'autre sens, mais bref. Ici on va suivre un renard et un petit tanuki. Le renard, c'est un ancien yokai ou divinité qui aurait semé le chaos partout. Et la déesse du soleil, en voyant ça, va lui enlever ses pouvoirs et le plonger dans un profond sommeil pendant 300 ans et le réveiller plus tard pour qu'il puisse s'occuper d'un petit tanuki qui est comme un animal issu du folklore japonais qui peut se transformer à sa guise pour jouer des tours aux humains. Mais ce petit tanuki a un rôle bien spécial, celui de devenir le servant de la déesse Soleil. Et c'est le renard qui doit lui apprendre tout ce qu'il doit apprendre. J'ai trouvé ce manga-là super intéressant pour exactement ce côté-là très mythologique, qui t'en apprend énormément sur tous les animaux au Japon qui peuvent se transformer ou qui ont des pouvoirs spéciaux. C'était vraiment mignon. Peut-être un peu trop. Et j'ai vraiment pas aimé suivre des animaux parce qu'il y a vraiment peu d'humains là. J'ai l'impression de lire une espèce de bande dessinée Disney comme quand j'étais enfant. Et c'était peut-être un peu trop jeunesse justement pour moi. On dirait que je passais à autre chose maintenant dans ma vie. J'ai envie vraiment d'avoir quelque chose de plus profond que juste comme des animaux qui ont des caractères super clichés qui vont se battre entre eux ou tomber amoureux l'un de l'autre. Donc pour moi c'est dommage, j'ai vraiment adoré les dessins qui sont super mignons, mais honnêtement j'ai trouvé que c'était trop en surface comme histoire. Et ensuite de ça, pour la sous-catégorie Reine des Neiges, j'ai décidé de lire Bergère guerrière par Jonathan Garnier et Amélie Fléchet aux éditions Glénat. Ici c'est le troisième tome qui s'intitule Le Périple. Donc comme c'est un troisième tome et que les histoires se suivent vraiment, je ne peux pas trop vous parler de ce qui se passe dans cet album-là, mais ici, à la base, on est sur des bergères guerrières, donc on est dans un village aux aspects un peu fantasy médiéval. Et dans ce village-là, tous les hommes sont partis il y a à peu près une dizaine d'années pour aller à la guerre, mais ne sont jamais revenus, laissant les femmes seules essayer de défendre leur village. C'est là qu'ils ont fondé l'Ordre des Bergères guerrières et on va surtout suivre la petite Molly qui, elle, fait sa formation pour devenir l'une d'entre elles. Ça, c'était pas mal le résumé du premier tome. Dans le deuxième tome, ça va aller un petit peu plus dans le côté sombre, j'ai envie de dire, puisqu'on va avoir une espèce de sorcière très noire, très puissante qu'il faut qu'il aille chercher et essayer de un peu démasquer. Et dans celui-ci, ils vont vraiment essayer de trouver vraiment la source de ce mal-là qui ronge un peu toutes les terres. Malheureusement, j'ai pas aimé autant que les deux premiers. J'ai trouvé qu'il se passait pas beaucoup d'éléments. Oui, beaucoup de mystères et on se pose énormément de questions lors de la lecture. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de build-up, pas beaucoup de réponses et on dirait que c'est comme le syndrome du tome entre deux qui on attend le prochain pour avoir les réponses, donc c'est un peu un filler, j'ai envie de dire, mais j'adore quand même toujours cet univers là. Je garde espoir que le quatrième tome, qui est censé être le dernier je pense, va être quand même assez bon, donc on se croise les doigts. Ensuite, pour la sous-catégorie New Year, New Me, j'ai mis une bande dessinée que j'étais pas censée lire à la base, mais qui me faisait trop de l'œil depuis un moment, donc je me suis permis de l'ajouter. Il s'agit de Kiroo. C'est Les Disparus de Bois-sur-Mer par Bruno Waro et Rémi Guérin aux éditions Ankama. Je sais pas si c'est le premier tome d'une série ou si c'est un one-shot, c'est pas clair, mais
honnêtement, j'avais vraiment été attirée par cette BD-là, surtout à cause des dessins qui me faisaient penser un peu aux dessins animés que je regardais quand j'étais enfant. Les dessins me faisaient surtout penser au Sherlock Holmes du studio Ghibli, un des premiers animés que j'ai regardé quand j'étais enfant. À l'époque, je savais même pas c'était quoi un animé japonais, mais j'avais vraiment aimé les dessins. Et ici, je pense que c'est un peu un hommage à cette vague-là de dessins des années 80 de ce que j'ai lu. Ici, on va suivre surtout un enquêteur et son assistante qui vont essayer de traquer les Kirō, qui sont une espèce de démons dans la mythologie de cet univers-là, qui peuvent prendre l'aspect humain, l'aspect des animaux et l'aspect d'objets. Dans ce cas-ci, ça va être l'aspect d'une humaine, je mets des guillemets parce que c'est très anthropomorphisé dans cette bande dessinée-là. Mais on va avoir cette figure-là qu'il faut qu'il traque. On va avoir aussi l'histoire de pirates qui se sont échoués et aussi on va en apprendre plus un peu sur cet univers-là. Je ne vais pas trop en dire parce qu'il se passe pas beaucoup de choses dans cette bande dessinée-là, mais honnêtement, je pense que c'est un peu ça qui m'a déçue. Donc l'action arrive assez rapidement, mais en même temps, c'est un peu décousu, j'ai envie de dire. Il y a comme, ça saute un peu du coq à l'âne parfois et on ne prend pas le temps non plus d'expliquer trop les pouvoirs de certaines personnes, de certains Kirō. On prend pas le temps non plus d'introduire certains concepts. Je pense que ça aurait été vraiment plus agréable d'avoir peut-être plusieurs tomes et d'avoir vraiment un tome qui est comme très introductif de la magie, du système, de tout comment ça fonctionne dans cette bande dessinée-là, et ensuite d'avoir vraiment une histoire où ce que le personnage se lance corps et âme dans sa quête. Mais c'était pas le cas, donc malheureusement, petite déception encore une fois, malgré que j'ai adoré les dessins et que ça m'a ramené en enfance. J'ai vraiment aimé ce côté nostalgique-là, mais je sais pas, même si c'est une série, je pense pas que je vais poursuivre avec cette bande dessinée-là. Ensuite de ça, pour le menu marcher ensemble dans la neige, et pour la première sous-catégorie qui s'intitule Les Reines du Père Noël, j'ai décidé de lire un manga. En fait, je dis un, mais j'ai lu la suite tellement que c'était bon. J'ai lu Alpi the Soul Sender par Lona chez Kiun. Donc c'est un seinen qui est en cours. Je sais que le 3e tome est sorti en France, donc ça devrait arriver ici si c'est pas déjà le cas. Ici, on va suivre une jeune fille qui est une Soul Sender. Dans ce monde-là, il y a comme des espèces de divinités géantes qui malheureusement meurent à un moment donné, mais l'âme des divinités, quand le corps extérieur meurt, est toujours coincé dans ce corps-là. Donc les Soul Senders vont être des gens qui vont essayer de couper le cadavre pour essayer de faire sortir l'âme. Mais ça leur cause des brûlures énormes s'ils ne savent pas comment faire. Donc les divinités, quand elles sont vivantes, ils vont amener comme la prospérité aux hommes, ils vont amener de la faune et de la flore luxuriante. Ça va être vraiment comme le paradis sur terre, mais quand ils meurent, ça va amener comme la grosse destruction dans cet univers-là. Donc ici, le premier tome, c'est vraiment une introduction à ce monde-là, à comment tout fonctionne. Et j'ai vraiment aimé ça, puisque à la fois, dans les dessins, on a des inspirations un peu de l'Europe pour les paysages. En même temps, la mythologie est très japonaise. Puis dans les costumes, on dirait que c'est comme un peu Moyen-Orient. Donc c'est drôle de voir un peu tout ça mélangé. Dans le 2e tome, on va en apprendre plus sur le passé de notre jeune héroïne, et aussi de ses parents qui étaient aussi des Soul Senders mais qu'elle n'a jamais vraiment connus. Elle va faire la rencontre d'une autre Soul Sender qui est plus expérimentée. Il va y avoir une espèce de rivalité entre les deux qui va vraiment tirer vers le haut notre jeune protagoniste. Et là, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer ensuite parce que c'était excellent et c'est vraiment un manga que j'ai envie de lire jusqu'au bout, qui fait partie maintenant de mon top manga à vie. Donc super contente de cette découverte-là. Ensuite de ça, pour le menu hiver obscur, j'avais pas mis aucune bande dessinée, donc on va tout de suite passer au menu bonus qui était au chaud devant la cheminée. Et pour la première sous-catégorie qui était grands enfants, il fallait lire un livre pour les jeunes. Et pour ça, j'ai choisi le tome 2 du Temps des Mitaines par Loïc Clément et Anne Montel aux éditions d'Argo. Donc ici, on va avoir 5 amis qui sont vraiment comme des animaux dans ce monde-là. Donc on va avoir une renarde, un ours, une souris, un escargot, une espèce de petit insecte lumineux que je me souviens pas comment ça s'appelle. Mais bref,
fait de la lumière. Donc dans le premier tome, on les suivait à mener une enquête à savoir qui avait kidnappé un de leurs camarades de classe. Et là, on va voir dans le deuxième tome un peu toutes les retombées de ça. Eux qui n'étaient pas très connus avant à l'école, ils vont être comme super connus et ça va vraiment grossir l'ego de Arthur, l'ours, le personnage principal. À cause de ça, ses amis vont commencer un peu à la délaisser à cause que c'est vraiment pas agréable d'avoir quelqu'un avec un gros ego dans son entourage, mais aussi parce que ils sont en train de faire leur stage dans ce tome-là. Il va être jumelé avec la renarde pour faire son stage, la renarde qui s'appelle Kitsune. Et lui qui pensait avoir des chances peut-être que l'amour qu'il lui porte soit réciproque, mais sa nouvelle personnalité va vraiment bousiller ses plans. Donc je vous en dis pas plus. Moi j'ai vraiment adoré les dessins qui étaient très aquarelles, pastel et tout ça. Mais je ressors de ça un peu mitigée parce que je sais pas à qui ça s'adresse cette bande dessinée-là. D'un côté, j'ai l'impression que les personnages principaux ils ont environ comme 10-12 ans, mais il y a énormément de texte dans la bande dessinée. Il y a des bulles à rallonge, il y a énormément de texte et en plus de ça, il y a du langage assez soutenu. Donc je me questionnais vraiment à savoir si c'était pour les jeunes ou les moins jeunes. Puis je pense qu'à cause de cette ambiguïté-là, j'ai comme vraiment moins aimé ma lecture que le premier tome du moins. Donc je ressors un petit peu déçue malheureusement de cette lecture-là, mais honnêtement les dessins là, sont super beaux, sont super doux et honnêtement j'avais juste envie d'aller vivre dans cet univers-là, mais malheureusement je vais peut-être pas continuer cette série-là. Pour la sous-catégorie vitrine de Noël, j'avais choisi de lire Entre neige et loup par Agnès Demerck et Hélène Canac aux éditions Jungle. Et honnêtement, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce livre-là parce qu'il y avait tout ce que j'aimais. Il y avait des références à la mythologie japonaise, il y avait une histoire trop mignonne, les dessins ils étaient juste tellement beaux, exactement le genre de style que j'adore, qui est comme tout en rondeur, très coloré, avec des aplats de couleurs, mais aussi un petit peu comme si c'était peint à l'aquarelle. Franchement, c'était doux, c'était beau, c'était peut-être un peu plus jeunesse, mais j'ai vraiment aimé l'histoire. Honnêtement, l'histoire de ce livre-là, c'est comme de la poésie visuelle, de la poésie écrite. C'est juste beau, c'est magique, c'est incroyable. Bon, j'arrête avec les compliments. Il faut raconter peut-être un petit peu l'histoire. Ici, on va suivre une jeune fille qui vit avec son père dans un monde qui est que de la neige partout et ils savent pas pourquoi. Il y a une malédiction un peu sur cette île-là où ils vivent. Elle sait pas trop qui est sa mère, mais elle a des fois des souvenirs qui lui reviennent de son enfance quand elle était encore plus jeune. À un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs de faire fondre la neige et dans sa quête, elle va rencontrer des giseaux qui sont des espèces de petits trucs de pierre, des petites statues de pierre qu'on retrouve au Japon et qui, selon la mythologie japonaise, sont là pour protéger les enfants, les âmes des enfants, souvent dans les temples. Donc elle va en croiser trois et ces trois giseaux-là vont lui donner une espèce d'énigme sous forme soit de haïku, de poésie ou juste comme d'objet, à savoir qu'est-ce qu'elle est vraiment. Et là, je vous raconte pas évidemment le punch final, mais c'était vraiment une belle surprise et j'ai vraiment aimé en savoir plus sur cette jeune fille et savoir quel est finalement son destin qui l'attend. C'était très très beau et franchement super beau, super bel album, super beau coup de cœur et j'espère pouvoir avoir d'autres œuvres de ce duo-là parce que franchement ça fonctionnait à merveille ensemble. Et finalement la dernière sous-catégorie et non la moindre, j'ai décidé de lire pour la sous-catégorie chocolat chaud, donc la boîte à musique, le tome 3 à la recherche des origines par J.G. et Carbone chez Dupuis. Cette BD-là aussi, je la gardais expressément pour l'hiver étant donné que ça avait l'air assez glacial et je me suis pas trompée. Donc je vous raconterai pas tout ce qui se passe dans les 2 premiers tomes, mais sachez juste qu'on va avoir une jeune fille ici qui peut passer dans un monde magique à travers une boîte à musique. Et dans ce tome-ci particulièrement,
il va y avoir le contraire qui va arriver, il va y avoir des créatures magiques de ce monde-là qui vont arriver dans notre monde. Et ces créatures-là, on ne sait pas trop s'ils sont bien ou mal intentionnés parce qu'ils ont l'air assez démoniaques. Et ses amis de Pandoria, donc le monde qu'il y a dans cette boîte à musique-là, vont venir à sa rescousse. Ils vont essayer de retrouver ces personnes-là avant qu'ils mettent la ville sans dessus-dessous, parce qu'on sait vraiment pas quelles sont les intentions. Donc je vous en dis pas plus, je garde le mystère là, parce que la révélation arrive assez tôt dans l'histoire et je pense que ça vaudrait quand même le coup, si vous connaissez pas cette bande dessinée-là, de commencer avec le premier tome. Mais si vous êtes rendu au deuxième, là, sachez que celui-là est quand même assez bon et on s'en va vraiment dans une autre direction que les deux premiers. Et j'ai le quatrième tome aussi dans ma pile à lire, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir comment le monde va continuer à s'étendre avec cette magie-là, tous les pouvoirs et franchement les dessins. Encore une fois, là, c'était juste trop beau. J'adore le style de cet illustrateur-là et je sais qu'il passe énormément de temps sur ses planches, sur ses dessins. Ça paraît parce qu'il y a tellement de maîtrise de la lumière, je trouve, dans sa colorisation. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc c'est sûr que je vais continuer de lire cette série-là qui est vraiment une de mes séries bande dessinée préférées maintenant. Donc ça va être tout pour mes lectures graphiques du Cold Winter Challenge. Je vais vous revenir bientôt avec tous les romans que j'ai lus pour ce défi-là. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu une bande dessinée, un manga ou un roman graphique que j'ai parlé aujourd'hui. Ça me ferait super plaisir de savoir. Et nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!